Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, une émission toute particulière consacrée aux publications issues du label Ghost Machine. Mais cette fois-ci, c'est pas pour vous parler de la VO, mais au contraire pour vous parler des comics qui sont sortis du côté de chez Urban, évidemment sous le label Ghost Machine et plus précisément de The Unnamed. Oh oui, cet univers Oh, que l'on suit avec Anto depuis déjà de nombreuses années. Et ouais, hein, à partir de 2, on peut dire nombreuses, hein, a priori. À c'est dans le partir, vocabulaire. à partir de 2, c'est autorisé. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Mais très très heureux, ouais, effectivement, de pouvoir se retrouver, notamment avec toi, mon cher Anto, le Webed, El Webedos. Comment tu vas? Le dark web, bah, ça va très, très bien. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là pour un nouveau format en ce qui me concerne, donc un format, je reprends ton expression, mais au cul du camion, juste après les sorties des tomes, Ghost Machine, The Unnamed de chez Urban et on va pouvoir, développer un peu tout ça, expliquer notre ressenti et je suis très impatient. Ouais, mais voilà, nous, c'est déjà des trucs qu'on a lus en VO. Alors, on s'est évidemment remémoré ces différents épisodes en VF, bien évidemment, mais très très heureux, ouais, de pouvoir vous les présenter et essayer de vous expliquer réellement d'une manière assez simple ce qu'est l'univers The Unnamed, la différence qu'il y a avec le label Ghost Machine, les tomes qui sont déjà sortis, pour que vraiment, à la sortie de cette vidéo, l'objectif, c'est que vous ayez vraiment un point sur la situation qui soit le plus clair, le plus intelligible possible, et en même temps qu'on puisse parler évidemment de ces deux bouquins dont on pense évidemment le plus grand bien, et puis également parler aussi de l'avenir, des futures publications qu'on pourra retrouver en VO et je l'espère très très bientôt en VF. Donc on va essayer vraiment de vous rendre ça le plus accessible possible. Je crois que j'oublie rien du tout. Pour les gens qui connaîtraient pas éventuellement Ghost Machine, Geiger, Redcoat, etc., etc., on est obligé d'une manière assez rapide en fait de vous refaire un petit point sur l'historique. Il y a quelques années de ça, Geoff Jones et Gary Frank, ils ouvrent un petit label qui s'appelle Mad Ghost et qui leur permet en fait de publier sous leur nom propre en fait des histoires. Et ils ont commencé notamment à travailler sur une première mini-série qui s'appelait Geiger. C'était évidemment un coup d'essai dans l'idée de voir se créer un univers étendu pour voir, évidemment, après, ils n'étaient pas forcément sûrs que ça allait fonctionner. Et puis, effectivement, la sauce, elle a plutôt bien prise du côté des États-Unis. Et tout de suite après Geiger, ils se sont lancés en fait toujours dans ce même univers, mais sous le label Mad Ghost. Ils se sont lancés en fait dans une autre série, Junkyard Joe, qui présentait en fait un autre héros de cet univers, The Unnamed. Et puis, fort de ces succès, ils ont pris un petit peu de temps pour eux et ils ont décidé tout simplement de faire grandir le label Mad Ghost. Et Mad Ghost s'est transformé en Ghost Machine. Ghost Machine, du coup, ce n'est pas simplement des publications qui vont dans l'univers The Unnamed. L'univers The Unnamed est complètement à part de son côté dans le label Ghost Machine, et au sein du label Ghost Machine, vous pouvez avoir d'autres histoires, d'autres héros qui ne sont pas forcément intégrés à l'univers The Unnamed. On pense notamment à Rogue Exodus, Tout à fait. qui est bien issu du label Ghost Machine, mais qui n'est pas dans l'univers The Unnamed. On pourra d'ailleurs retrouver, si je ne dis pas de bêtises, cette publication du côté de chez Urban en grand format le 4 juillet, mais on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. Vous avez également Rocket Fillers, High Street, etc., etc. Donc nous, on va vraiment parler en fait aujourd'hui d'une petite partie des publications de ce label Ghost Machine rassemblées sous l'étiquette de l'univers The Unnamed. Geiger, Junkyard Joe, Redcoat, tout ça, ça fait partie de l'univers The Unnamed. C'est vraiment les trucs qui ont été lancés par Geoff Jones, Gary Frank, Brian Hitch, et qu'on a particulièrement apprécié. Et puis à partir de maintenant, une fois que le label Ghost Machine il a été lancé, je dirais que là maintenant ils ont trouvé un rythme de croisière dans les publications en VO et donc avec un peu de chance, on devrait avoir d'une manière beaucoup plus régulière des publications évidemment dans l'univers The Unnamed et au sens large du terme sous le label Ghost Machine. Voilà, grosso Super. modo. Ouais. Mmh. Avant de commencer, moi j'avais quand même envie qu'on explique un petit peu notre rapport à la fois au label Ghost Machine et évidemment à cet univers The Unnamed pour savoir un petit peu comment on l'a rencontré, pourquoi ça nous plaît, qu'est-ce qui nous a attiré là-dedans, etc. Anto, je te passe la parole évidemment.
Je pense que la raison principale, un peu comme toi, c'est le duo d'artistes. Moi, j'ai jamais caché que Geoff Jones, c'était mon scénariste préféré. On a eu l'occasion de lui dire en personne, d'ailleurs, grâce à toi, et je te remercie encore, par le détour de cette vidéo. Gary Frank qui fait partie là aussi de mes dessinateurs préférés, et peut-être même mon préféré avec un Jason Fabok aussi, comme par hasard, et un Ryan Stegman, pour ne citer que. Enfin voilà, c'est des dessinateurs que j'aime beaucoup, qui ont un grand dynamisme dans le dessin et qui donnent une stature en fait à leur personnage vraiment iconique. Donc ça, forcément, voilà, la rencontre de ces deux artistes a fait que je suis allé directement vers ces publications-là, enfin cette publication-là qui était Geiger à l'époque. Le pitch aussi, qui promettait d'avoir un semblant de personnage un peu justicier, pseudo-héroïque, mais avec un peu de ténèbres en lui, quelque chose d'assez nuancé. Alors, certes, qu'on a pu voir un peu dans différents univers de super-héros, mais moi, dont je raffole toujours vraiment, qui sont des profils que j'aime analyser et avec lesquels j'aime un peu me hyper et découvrir un peu leur évolution sur le long terme. Et ça, c'est clairement ce qu'a promis Geiger, et c'est clairement ce qu'il a fait sur sa première mini-série. Et puis, de manière générale, j'étais extrêmement confiant vis-à-vis des dernières productions de ce duo d'auteurs, à la fois sur Doomsday Clock, pour le citer, paru aussi chez Urban, et Geoff Jones, tout ce qu'il a fait dans la période Rebirth, voilà, de manière plus globale, qui étaient vraiment les derniers travaux que j'avais lus de lui à cette date-là, et qui, bien sûr, pour moi, étaient parfaitement dans la lignée de tout ce qu'il avait fait avec Green Lantern, avec Flash, avec Superman, qui sont des travaux que je trouve piliers, en fait, dans l'univers des super-héros. Voilà. Ouais, moi je te dirais, tu vois, que en fait, au tout début, évidemment, une histoire, tu vois, comme Geiger, où on n'avait pas encore évidemment cette notion de gros label que pouvait être Ghost Machine, ni même cette notion en fait d'univers qui allait naître comme The Unnamed. J'étais vraiment intéressé, comme toi, par l'idée de retrouver Geoff Jones et Gary Frank, et sur un support qui leur appartienne totalement. C'est quelque chose qui est complètement à eux, donc ils n'ont de limite que leur propre imagination, et donc là, on allait véritablement voir une histoire avec Geiger qui leur appartient vraiment de A à Z. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Après avoir lu Geiger, en fait, on comprenait très très bien le potentiel qu'il y avait derrière Geiger, c'est-à-dire un univers partagé, mais pas simplement un univers partagé sur une seule et même ligne temporelle, mais à des époques différentes, avec tout un tas de personnages et beaucoup de mystères, beaucoup de questions. Et tout de suite après Geiger, au-delà de la qualité de l'histoire, au-delà de la qualité des dessins et du plaisir que j'ai eu en fait en découvrant tout ça, j'ai vraiment été charmé une nouvelle fois par le talent d'architecte, de passionné de comics de Geoff Jones, et dans cette manière de réinventer d'une certaine manière le concept d'univers partagé en y ajoutant l'histoire en fait de cette frise chronologique et avec différents personnages. Et vraiment, j'ai trouvé ça évidemment hyper ambitieux, et ça m'a donné envie de continuer, de poursuivre en fait cette exploration. Ce qui me donne encore plus envie, tu vois, de suivre en fait cette aventure-là, c'est véritablement aussi le fait qu'ils soient propriétaires de ce qu'ils créent, et que donc voilà, ils font très exactement ce qu'ils veulent. Et puis j'aime beaucoup en fait suivre les initiatives personnelles, les gens qui tentent des choses, qui vont pas simplement reprendre une licence et essayer de surfer un tout petit peu dessus. Non, là, ils partent de rien, quoi. Ils partent simplement avec leur talent et ils essayent de construire ça petit à petit, etc. Et comme ils ont pu nous le dire, ça, tu vois, ça fait partie des jalons qui ont fini de me convaincre. C'est quand on a pu discuter un tout petit peu avec Geoff Jones et Gary Frank, et qui nous disent, et tu le sens en fait de la manière dont ils le disent, qui donnent véritablement le meilleur d'eux-mêmes pour ces publications-là. Oh, moi, ça a fini de me convaincre, et ok, on va tout tester. Pour The Unnamed, alors là, moi je suis plus que hypé, parce que il y a la qualité des histoires déjà d'une part, et puis il y a tous ces mystères autour des sans-noms, autour des The Unnamed, toutes les questions que l'on peut se poser au-delà en fait des histoires qu'on est en train de lire. Et c'est vraiment pour moi, on touche véritablement le cœur
de ce que sont les comics, tu vois, des Mmh. publications épisodiques avec des cliffhangers. On peut se poser des questions, on peut émettre des théories. C'est quelque chose qui se partage avec des copains. Pour moi, c'est vraiment euh, peu importe l'issue de tout ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en fait de ce label et de l'univers The Name, peu importe l'issue, même si ça devait s'arrêter demain, je sais que dans ma vie de lecteur, ce sera un moment qui sera extrêmement passionnant, qui compte véritablement, un peu comme quand Image Comics s'est créé avec Gen 13, etc., etc. J'adore ce genre de tentative, et pour le coup, il y a vraiment tout le professionnalisme de Geoff Jones que je trouve absolument incroyable et qu'on sent en fait au travers de ses publications. Il y a une très très grande maîtrise de sa part. Bah, en fait, c'est tout naturel en fait, pour lui de s'être porté sur l'indépendant. Parce que moi, j'en discutais beaucoup avec Aurélien à l'époque, justement, avant qu'il lance Mad Ghost, du fait de justement, bah, maintenant qu'il a maîtrisé, on va dire, le genre super-héroïque traditionnel avec les Big Two, parce qu'il avait bossé un peu chez Marvel aussi, qu'est-ce Ouais. qu'il lui reste à faire pour justement asseoir déjà sa passion pour l'univers du super-héros, et puis évidemment une passion très forte, très liée à son historique personnel, et comment il pourrait mettre ça en œuvre? Et ben, la réponse s'est un peu trouvée d'elle-même. Il allait voir du côté de l'indé, et c'est justement, comme tu l'as très bien dit, par le prisme de l'indé qu'il a pu révéler vraiment cet amour-là et le faire sans limite, et comme ça, en déclinant de manière un peu presque naturelle, finalement, 6 ou 7 profils de héros rien que dans The Unknown, mais on va en reparler après. Et à chaque fois qu'ils représentent chacun d'entre eux, je pense, une espèce un aspect de sa personnalité, quoi. Et j'adore, moi, quand tu parlais du fait d'avoir un auteur qui soit un peu sans limite. Moi, j'adore quand l'auteur, il se calque vraiment sur ses personnages, en fait, Ouais. et qui va vraiment disséquer chaque trait de personnalité, et qu'on s'entende, hein, ça reste du super-héros, on n'est pas, voilà, on n'est pas non plus dans quelque chose de jamais vu, mais en fait, on est dans quelque chose qui va aller chercher le meilleur du genre, en fait. Et pour ça, dans mon expérience de ce que j'ai lu des premières publications, j'avais cette étincelle un peu comme toi au bout du tunnel de quelque chose qui se profilait, qui, même si ça s'arrêtait là pour moi aussi, fait que j'y serais quand même revenu pour relire un peu le début de tout ça, et la mise en place de tout cet univers formidable, en tout cas de ce qu'on en voit jusqu'à présent. Mais oui, enfin, c'est pas prêt de s'arrêter, hein. On en reparlera à la fin. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, la même semaine où on a eu les sorties du côté de chez Urban, on a eu également des annonces du côté de Ghost Machine Ouais, qui ça vont, tombe bien. ouais, ça tombe super bien et qui vont vraiment dans le bon sens. Donc, ça fait vraiment plaisir. On en parlera aussi un tout petit peu à la fin. Je voulais aussi qu'on prenne un peu de temps en début de vidéo, et puis ce sera chapitré, comme ça vous pourrez retrouver cette partie un petit peu plus spécifiquement, parce qu'il y a des questions en fait qui reviennent de la part des lecteurs, et à mon sens c'est complètement légitime, où il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais est-ce que je peux lire que Geiger? Est-ce que je peux lire que Redcoat? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que comme dans n'importe quel univers partagé, il y a évidemment un plaisir et une possibilité d'accessibilité au niveau des titres de manière individuelle, parce que les histoires racontent à chaque fois un personnage différent, en particulier pour The Unnamed, c'est ce qu'on a vu le plus pour l'instant. Évidemment que les autres univers Ghost Machine sont aussi, je pense, peut-être très accessibles de ce point de vue-là, même si on a vu que quelques numéros qui avaient un aspect vraiment très limité pour l'instant de ce dont ils étaient capables de faire. Mais en ce qui concerne The Unnamed, je pense que c'est réalisable. Maintenant, il y a évidemment, comme tu l'as dit, une trame de fond, il y a une frise chronologique, il y a des personnages qui vont être amenés à se rencontrer, et je pense qu'il y a un côté un peu bonus en fait à lire tout l'ensemble du travail. Après, on peut avoir des affinités avec tel ou tel personnage, hein. Moi, c'était des a priori que j'avais. J'avais un peu peur vis-à-vis de certains personnages avant d'attaquer la lecture, et on va reparler un petit peu après. Mais il n'empêche que le tout forme un ensemble cohérent qui se répond bien de numéro en numéro. Et même si sur les premiers arcs, enfin les premiers arcs, non du coup c'est pas les premiers, mais les arcs en tout cas publiés par Urban ce mois-ci, il y a un semblant d'indépendance des séries les unes par rapport aux autres. Il y a quand même beaucoup d'indices de choses qui évoluent en arrière-plan. Et je pense que ce serait dommage. Alors, certes, c'est beaucoup plus. Voilà, ça demande un peu plus d'argent pour se procurer un peu la totale, mais ce serait dommage de passer à côté parce qu'il y a vraiment une construction, comme tu disais, à architecte, d'un travailleur qui essaie voilà, de peaufiner un peu ses arcs entre eux et de faire survenir des choses à des moments précis de sa timeline personnelle. Comme s'il avait une sorte de grand paperboard chez lui, il avait des pièces à déplacer comme ça au fur et à mesure. Donc, pour moi, oui, mais non.
Et ben, tout pareil. C'est-à-dire que si tu te concentres simplement sur, tu vois, une histoire, par exemple, tu te dis: «Bah, je prends, juste le premier tome de Geiger». En soi, tu as une histoire complète avec le premier tome de Geiger, qui Ouais. peut enfin, qui fait plaisir, qui est bien, qui est sympa, mais derrière, il y a la deuxième lecture. C'est-à-dire que l'histoire qu'on vient de lire, elle fait partie d'un grand tout. Et j'aime bien le truc du paperboard. Moi, je dis souvent, en fait, il est en train de peindre une grande toile, tu vois. Ouais. Et en haut à droite, il peint Geiger. Ici, il peint un peu de Redcoat. Mais en fait, ils sont sur la même image, tu vois. Et il y a des ponts entre les uns et les autres. Et puis, à un moment, le truc qui me fait kiffer, c'est les petits indices, tu vois. Un écusson par-ci, une phrase, une apparition. Oh là 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 Un là. journal télé avec une émission qui passe, un dessin animé des années 70. Voilà. Un extrait de journal télé en disant: «Oh, c'est bizarre, on a vu comme une apparition fantomatique à la Maison Blanche». Moi derrière, je suis en transe. Derrière, je suis au taquet et Tu retrouves la vibe qu'on avait quand on découvrait les comics, respectivement, toi et moi, bah, à des époques différentes, mais puis avec des univers différents parce que, ben, les univers Marvel et DC n'étaient pas au même endroit, voilà. Mais ouais. malgré tout, il y a quand même, cette espèce de plaisir du premier lecteur, qui est en train de participer à quelque chose de grand, quoi. Donc, Et exactement. Et vraiment, bah, moi, pour l'instant, je sais que ça coûte une somme évidemment, mais il y a que 4 tomes de sortie et je trouverais vraiment dommage en fait d'aller que sur une partie de l'univers et de le louper complètement, ça je vous en parle même pas. Mais, je pense que c'est vraiment on parlait de train de la hype tout à l'heure, mais, pour le coup, c'est quelque chose qui pour moi, hein, qu'il faut non seulement ne pas manquer, mais qu'il faut soutenir. Parce que mmh les créations complètes comme ça, c'est quand même relativement rare et ça mérite d'être soutenu. et Qui si sont tu me beaux. permets, Vas-y, vas-y. il y a aussi de manière plus pragmatique, il y a aussi, un élément, on va dire, essentiel qui fait que c'est quand même bien de lire tout ça en parallèle, c'est qu'il y a une deadline. Il y a une date, il y a une guerre inconnue, mais ça, on va en reparler après. Mais pour tout ça pour dire qu'en quelque sorte, bah, forcément que si vous lisez les séries indépendantes, au bout d'un moment, alors je lis pas l'avenir, hein, on n'a aucune info sur ce qui va arriver, on n'est pas du tout, voilà, malgré, ce qu'on peut laisser croire, mais, il y a forcément un moment donné où il va falloir être un tout petit peu plus dans l'investigation de ce qui se passe et Ouais. peut-être un peu plus au fait de malgré tout ce qui se passe dans les différentes séries. Alors peut-être via, voilà, soit l'acquisition des tomes, soit peut-être via, un édito d'Urban qui permettra à ce moment-là de faire des ponts entre les séries, de faire des résumés ou comme c'est le cas, voilà, un peu en VO aussi donc on verra à ce moment-là mais rien que pour cette deadline, c'est quand même embêtant de commencer, on va dire, les séries, séparément, quoi. Ouais et c'est pareil, il y a une autre question en fait qui revient, souvent, je pense notamment à Spider-Man qui m'avait posé la question, est-ce qu'il y a un ordre de lecture, pour, commencer cet univers? Sincèrement, je pense que le plus simple, c'est de commencer avec le Geiger numéro 1. Derrière, vous enchaînez très facilement avec le Junkyard Joe. Ensuite, bah, vous allez sur le Geiger tome 2 qui vient de sortir et vous terminez avec ce volume-là. Le gros avantage, que l'on a, c'est que pour le coup, le travail d'Urban est vraiment de très grande qualité. Ils n'ont rien oublié et pourtant c'était pas forcément évident, de rapatrier tous les numéros, de les mettre dans le bon ordre pour essayer vraiment de rendre l'histoire, à la fois l'histoire des personnages et l'accessibilité à l'univers The Name vraiment totale. Donc ça, c'est très bien. Ils ont vraiment fait un très joli, boulot là-dessus. Geiger tome 1, Junkyard Joe, Geiger tome 2, Redcoat tome 1, et vous êtes bien. Et là, vous êtes au top. Est-ce qu'on parle un petit peu de ces comics? De l'édition, tu veux dire? Ouais, non, mais de Geiger tome 2. Ouais? Eh ben, vas-y. Du coup, le Geiger tome 2, évidemment, édité chez Urban Comics, Geoff Jones, Gary Frank aux manettes, bien évidemment. À l'intérieur, vous pouvez retrouver au sommaire Geiger, Ground Zero 1 et 2, un petit interlude qui s'appelle Ghost Machine, et ensuite eh ben, la première série, l'ongoing, plus une mini-série, mais une ongoing, Geiger, avec les épisodes 1 à 6. Là, je me dois de vous expliquer, on va dire très brièvement, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans le laps de temps entre la transformation de Mad Ghost en Ghost Machine, il a quand même fallu essayer de maintenir un intérêt du public aux États-Unis et ils ont essayé quand même de sortir quelques petits trucs. Et donc, c'est comme ça que Geiger Ground Zero est né en 2 épisodes et ces 2 épisodes sont très sympas.
Parce qu'en fait, vous allez revenir aux origines de Tariq, aux origines en fait de Geiger, de ce personnage, pour voir d'une autre manière que dans le tome 1, comme si on visitait un tout petit peu entre les cases du premier tome, du premier épisode, l'histoire de Tariq, comment la bombe a explosé. On ne sait toujours pas, évidemment, qu'est-ce qui a fait péter ça, comment il a eu ces bâtons de bord qui lui permettent en fait de rester stable au niveau de la radioactivité, sa rencontre avec une pierre tombale qu'on avait vue dans le tome 1 où c'était marqué Docteur Molotov. On va rencontrer ce docteur-là, qui l'a donc aidé à un moment donné, et on va suivre aussi le destin de ce docteur Molotov. En fait, on va encore une fois en apprendre à la fois, c'est toujours ça, Geoff Jones, il en donne d'un côté et en même temps, de l'autre côté, il pose des questions. C'est-à-dire qu'il nous apporte des réponses sur les premiers jours de Tariq en tant que Geiger, en tant que Glowing Man, et en même temps, il fait poser d'autres questions quant à la destinée de ce docteur Molotov. Donc vraiment, ces 2 épisodes, ils ont l'air de rien du tout, mais ils sont vraiment super sympas. Ensuite, vous avez quelques pages issues d'une issue, en fait, Ghost Machine, qui se trouve en fait juste ici, qui était vraiment en fait un numéro entre guillemets, de présentation des premiers comics qui allaient sortir sous le label Ghost Machine. Et à l'intérieur, il y avait quelques pages qui étaient consacrées à Geiger, quelques pages qui étaient consacrées à Redcoat. Et en fait, ces quelques pages-là, elles sont hyper sympas. Elles n'étaient pas forcément méga utiles. Ils auraient pu en fait s'en dispenser, Urban, mais ils ont fait le choix de les mettre et c'est très très bien. Parce que comme ça, moi, vous avez une version très complète. Et ces quelques pages en fait de l'épisode Ghost Machine, ça permet véritablement de faire un trait d'union entre la première série Geiger et l'ongoing Geiger. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important. Et ensuite, ça y est, c'est parti. On rentre de plein pied avec 6 épisodes, le premier arc de l'ongoing Geiger. Grosso modo, si je vous fais le pitch de Geiger, on retrouve évidemment Geiger, Tariq, hein, tu t'en doutes, dans les terres dévastées. On se retrouve en fait tout de suite après la bataille de Las Vegas. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur au cas où vous n'ayez pas lu le premier volume. Et Geiger, ainsi qu'un compagnon, grosso modo, ils vont commencer une traversée en fait des terres dévastées, ils vont commencer à traverser les États-Unis à la recherche potentiellement de quelqu'un qui aurait eu les mêmes pouvoirs que Geiger et qui aurait été soigné. Et donc ça, c'est ça la recherche de Geiger. Il essaye de traverser les États-Unis pour retrouver cette personne. Avec quand même, malgré tout, 2 petites problématiques qui vont s'ajouter à ça, c'est que dans les terres dévastées, les terres désolées, c'est pas accueillant. On va pas se mentir, tu peux croiser des gens qui sont pas forcément très sympathiques, donc il y a des belles bastons en perspective. Et puis Geiger, étant donné que c'est quelqu'un qu'on remarque assez facilement et que dans la première mini-série, il avait fait quelques dégâts, il y a un paquet de gens qui lui courent au cul. Mais vraiment un paquet de gens. Et on est, grosso modo, sur ça. Geiger et le chevalier nucléaire qui avance dans les États-Unis avec du monde derrière eux et puis des rencontres qui sont de temps en temps extrêmement compliquées pour eux. Et voilà, grosso modo. Alors moi, tu vois, je te donne mon avis, même si tu le connais déjà, parce que voilà, enfin, on en a parlé en VO, etc. On en a parlé plein de fois tous les deux. Moi, c'est ma série de cœur, bien évidemment. Geoff Jones, Gary Frank. J'étais vraiment, vraiment content de pouvoir découvrir ces épisodes. J'étais vraiment content, plus qu'on parte sur une ongoing. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une mini-série, on est sur un voyage au vrai long cours, ce qui annonce là aussi les ambitions de Geoff Jones et de Gary Frank autour de ces épisodes. Et j'ai vraiment apprécié parce que tu sens justement qu'ils ne sont pas tenus de raconter une histoire en quelques épisodes. Ils réussissent quand même à prendre leur temps, ils font monter une belle menace que j'ai vraiment bien aimée, qu'on va pouvoir retrouver, c'est l'électricien. Et on l'a fait monter comme on sait faire dans les comics, petit à petit, doucement, tu sens que cette menace se rapproche pour arriver à un moment donné où elle est tellement proche que ça va donner une confrontation absolument incroyable. Il y a de l'émotion, il y a des moments qui sont palpitants, les dessins de Gary Frank sont absolument merveilleux, mais on est sur un rythme... je veux pas dire sur un rythme lent, si tu veux, mais un rythme, je trouve, qui correspond à cet univers. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une métropole, il n'y a pas 150 000 personnes, donc on est souvent sur des terres
comme on disait, désolé, où tu te retrouves, en fait, où tu vois simplement Geiger et son acolyte, le chevalier nucléaire, qui discutent, etc. Donc on est à la fois autant de temps en temps un petit peu dans l'introspection des personnages, qu'autant dans la grosse baston, vraiment, vraiment balèze, mis en lumière par un Gary Frank, qui donne de sa personne. Ouais, non, mais c'est absolument incroyable. Il y a des doubles pages, mais qui sont totalement folles. Donc pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je dirais que c'est relativement classique dans la construction, mais ça marche tellement bien. Et puis avec, là aussi, tu vois, c'est qu'on parle de l'histoire des personnages, mais aussi au travers de cette série, il y a l'histoire de l'univers qui s'écrit de la même manière. Et là aussi, en fait, tu as une double tension qui arrive entre est-ce que les personnages vont se rencontrer, comment ci, comment ça, tiens, tel indice, tel truc. C'est que du bonheur. Ouais. C'est tout. J'ai fini. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Déjà, les dessins de Gary Frank, et ne pas oublier les couleurs aussi sublimes de Brad Anderson, surtout dans les scènes qui se passent de nuit. Il y a une planche, je me souviens, où Geiger saute sur un train. Je crois que c'est dans le 2e numéro, si je me souviens bien. Et tu le vois, une espèce de lueur comme ça qui débarque du ciel. Un super-héros, quoi. Même si, évidemment, il y a tout le propos autour du fait qu'il refuse d'être le mentor de quelqu'un. Et on le voit notamment dans ses échanges avec Nate, donc son compagnon de route. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Comme tu dis, on voit qu'à partir de cette série, qui prend son temps parce qu'à côté, il a d'autres séries pour justement aller peut-être un peu plus vite. Et que Geiger, ça lui permet on souffle, on respire, on prend un pas de recul. J'ai déjà fait une mini-série avec Geiger, du coup, avec le 2e volume, enfin le relaunch, je me permets d'être un tout petit peu plus serein, tranquille. On développe avant tout les relations entre les personnages, donc ça, c'est vraiment top. Ça fait une bonne cadence par rapport à la 2e série dont on parlera après. Qui elle est beaucoup plus speed. À côté de ça, donc tu l'as très bien dit, il y a un bon développement personnel des personnages et des thématiques en arrière-plan que je trouve très passionnantes et très d'actualité, notamment sur le propos autour du livre, l'objet livre, la transmission de la culture. Il y a quelque chose qui marche dans l'univers, mais également à l'extérieur de cet univers dans le monde réel, donc un sujet méta qui fonctionne bien. Et à côté de ça, un propos, pareil, là tu parlais des moments touchants, mais un propos évidemment très nuancé, très beau et très bon aussi de rappeler sur la violence animale et sur justement les rapports, on va dire, entre les humains et les animaux, qui sont parfois plus qu'un simple maître chien ou maître animal. Il y a vraiment parfois un amour qui se crée, et presque comme si l'animal faisait partie de la famille, et c'est quelque chose qui va se ressentir entre Geiger et Barney, du coup son chien à 2 têtes, qui nous aura fait un peu transpirer sur la fin de l'épisode 6. On a eu un petit peu peur, et du coup, voilà, la question, c'est de savoir comment tout ça va évoluer maintenant que le premier arc est fini en VO et en VF. Donc, il y a malgré tout un peu de surprise et un peu de... Voilà. De temps en temps, il sait toujours monter la tension, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, pour justement nous surprendre, et malgré le peu de personnages et le peu comme tu disais, d'environnement visité, quoi. Donc pour moi, c'est un très bon tome, et c'est un parfait moyen de se lancer dans la série. En vrai, même si, enfin, tu loupes des choses, hein, mais même si tu n'as pas lu le premier, en vrai, est-ce que c'est si dérangeant que ça pour l'instant? Ça fonctionne. Ça fonctionne, hein, pour celui-là. Même pour l'autre, d'ailleurs. Ouais. Ça fonctionne, mais il y a quand même une rencontre à la fin du premier tome. Tu as besoin de savoir qu'elle a eu lieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié ça. On revient à la question du début. Oui, tu peux prendre juste cet homme-là, mais c'est con. tu vas louper des trucs vraiment dommages. Disons, tu peux prendre ce tome-là, mais dans le sens où tu peux arriver sur la série à ce moment-là, et après, ensuite faire le boulot inverse. Mais par contre, il faut quand même bien faire le boulot inverse aussi. Hein. Mais tu peux quand même arriver là-dessus, je pense. En soi, c'est pas déconnant. Ouais, non, carrément. Ça marche aussi, sans aucun souci. Et en plus, tu as Grande Zéro. Comme tu disais, Grande Zéro, c'est parfait en ça plus. fait vraiment, ça fonctionne très très bien. Et je voulais quand même aussi souligner un truc pour les anciens comme moi, l'époque Strange, spéciale origine, et c'est vrai qu'on a l'habitude de retrouver dans la VO en fait des fiches de personnages, et ils ont eu la très très bonne idée, Urban, en fin de volume, dans les bonus, de nous mettre des fiches de personnages, et c'est pas n'importe quoi ces fiches personnages, parce que à la fois ça permet de se rappeler un petit peu qui sont ces personnages, et peut-être qu'au détour de la lecture de ces fiches personnages, tu peux apprendre quelques petits trucs intéressants
qui ne sont pas forcément racontés. Donc c'est vraiment très très bien. C'est vraiment des jolis volumes, sans aucun Ah doute. oui, c'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai dit la pagination, c'est 224 pages, 22 euros. Voilà, pour moi évidemment c'est un grand oui, mais ça vous le savez depuis longtemps. Et j'aime particulièrement, mais on pourra en reparler pour Redcoat, mais le chapitrage, on n'est pas dans le chapitrage classique d'Urban, ils ont fait un chapitrage un peu spécifique où ils ont enlevé toute la partie numéro de la série en Ouais, VO, tout ça. Ils ont essayé de faire quelque chose d'un tout petit peu plus uniforme. Alors je ne doute pas que c'est aussi peut-être pour permettre au lecteur de ne pas se sentir trop, on va dire, emporté dans une vague de numéros VO avec ce chapitrage qui est spécifique au format qu'on connaît bien, nous, ouais, depuis qu'on parle de cet univers, mais ça permet peut-être de manière un tout petit peu plus formelle d'accueillir des lecteurs de la franco-belge, par exemple, de garder évidemment le chapitrage qui est propre au matériel d'origine, et ça c'est une bonne chose, mais à côté de ça, de peut-être un tout petit peu plus l'uniformiser pour en faire vraiment des parties distinctes d'un arc, et pour le coup, c'est un bon compromis, je trouve, en termes ouais. de comics et de BD, qui peut permettre aussi d'aller chercher des lecteurs au-delà de la sphère habituelle, quoi. Ah ouais, carrément. Et ouais, et c'est un chapitrage, je trouve, qui permet en fait d'accueillir en fait dans un univers plutôt que dans un comics. Mm. C'est Et vrai. ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Il y a vraiment un très, très joli boulot qui est fait sur ces bouquins sans aucun problème. Bravo. Tu veux rajouter autre chose ou est-ce qu'on passe sur Redcoat? Non, je pense que c'est bien. De toute façon, on refera, je pense, à peu près les mêmes enfin, comment dire, les mêmes commentaires, pardon, sur le Redcoat. Ouais, Redcoat qui est du coup la deuxième publication, donc parue chez Urban ce mois-ci. J'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment, on l'a pas dit, mais en quasi direct avec la VO aux États-Unis. Les TPB sont sortis au début du mois, je crois, et eux, ils les sortent en fin de mois. Donc, on est pour un univers dont on avait un peu peur du sort, on va dire en VF, on est vraiment collé on est sur au le, top. le rythme en Ouais, direct, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Redcoat, j'ai un rapport particulier à Redcoat. C'est pas une série sur laquelle j'avais forcément envie d'aller de base. J'ai un peu de mal avec ces personnages, que je vais décrire dans quelques instants, mais un peu qui se prennent pas trop au sérieux. Les personnages à la Deadpool, à la Guy Gardner, c'est pas trop des persos que je kiffe. Donc là, forcément, c'est ce qu'on nous promettait avec Redcoat. Donc Simon Pure, un immortel qui voyage à travers le temps depuis un accident qui lui est arrivé justement en 1775, donc au moment de la Révolution américaine. Donc il y a ce point donné dans sa vie qui fait qu'après tout va changer pour lui. Il va se retrouver un peu désabusé et un peu, on va dire, presque gonflé d'être immortel et de se faire tuer, de revenir à la vie à chaque fois. Et on sent qu'il va vivre des choses qu'on n'a pas encore évidemment tout aperçu pour l'instant. On n'a pas tout aperçu pour l'instant, mais il y a des choses qui vont avoir une importance, je pense, dans les prochains numéros de la série en VF puis en VO. Et c'est comme ça, du coup, que va se créer ce personnage avec lequel on va rentrer directement en confrontation par rapport à déjà Ghost Machine, donc le numéro dans lequel on le voyait un petit peu dans un futur lointain. Là, on arrive dans Redcoat, on retourne un peu dans le passé, et on va prendre en cours, en fait, en même temps que lui, sa vie, son œuvre, ce moment de gloire où il va se retrouver en plein milieu d'une bataille qui a changé le cours des États-Unis, et à côté de ça, dans une époque un tout petit peu plus éloignée que 1775, donc en 1892, où il va faire la rencontre d'un certain Albert Einstein. Et en fait, tous ces éléments vont avoir une importance et vont être bien plus savamment racontés que ce que je vous fais là par Geoff Jones dans la construction de la chronologie de cet univers. Et à côté de ça, ça reste une porte d'entrée là aussi pour ce personnage, pour son lore, on va dire, qui lui est propre, à l'inverse d'un Geiger qui va avoir plutôt des relents un peu de films post-apocalyptiques, un peu à la Mad Max. Là, on est plus dans le. Alors, je crois qu'il le comparait en plus à une. Je sais plus, je crois que c'était dans le résumé d'Urban, mais il le comparait à une œuvre particulière. Enfin, à chaque fois, on retrouve vraiment une esthétique qui est propre dans chaque série The Unknown, et Redcoat a un peu ces allures d'Indiana Jones, en fait, où les personnages vont aller chercher des artefacts, des reliques pour résoudre un plan d'ensemble qui va notamment les mettre face à ceux qu'on appelle les pères fondateurs, une sorte de secte qui serait justement, enfin, même pas qui serait, mais qui est à l'origine en fait des pouvoirs de Simon Pure. Et c'est une série qui est pleine de surprises, qui va à 200 à l'heure, là où un Geiger prend plus son temps pour faire monter la sauce, mais du coup, c'est un format, comme je disais, qui se marie bien avec Geiger en termes de série sœur. Et c'est une série qui fonctionne beaucoup avec les twists et avec des personnages, évidemment, qui vont débarquer, dont on va apprendre un peu plus la relation avec Simon.
Gros point fort, c'est la relation là aussi des deux personnages principaux. Dans Geiger, tu as parlé de Nate et de Tariq. Là, c'est Albert et Simon. Je trouve que ça match vraiment bien. Il y a un personnage qui est très adulte, donc qui est Albert, un jeune garçon d'une dizaine d'années, et un personnage un peu enfant, mais qui cache de profondes fêlures, donc qui est Simon, qui a peut-être une trentaine d'années. Enfin, en tout cas, c'était l'âge qu'il avait avant de de devenir immortel. Et l'alchimie fonctionne bien. Il y a un peu du je t'aime, moi non plus, t'es mon mentor, mais en fait non. Et il va y avoir des petites frictions, mais ensuite ils vont se retrouver, puis ensuite ils vont vivre des choses incroyables pour finir sur du coup, le dernier chapitre de ce volume, dont je ne spoilerai pas bien sûr l'issue, mais qui est absolument merveilleux et qui m'a complètement fait changer mon avis sur cette série, qui est, je pense, à ce jour, peut-être ma série The Unnamed préférée. Voilà. Donc c'est dire à quel point on en parlait au début, hein, du fait qu'on est emporté dans une aventure et que à chaque fin de chapitre il peut se passer des choses et franchement Redcoat, j'aurais pas misé plus que ça. Et surtout, je suis pas le plus grand fan non plus du trait de Brian Hitch, mais c'est très personnel. Hein. J'ai un tout petit peu moins d'appétence pour son dessin, mais il est absolument au top du top dans ce tome-là. Il est aussi accompagné des couleurs de Brad Anderson, donc ça donne vraiment une certaine cohésion avec la série sœur, donc Kay Geiger. Et il livre un taf à la hauteur du scénario de Geoff Jones et qui se complète parfaitement bien avec son propos, quoi. Et rien que pour ça, ça donne une vraie identité à l'histoire. Donc pour moi, gros coup de cœur si vous aimez les récits d'aventure et de la Indiana Jones, comme je disais, c'est parfait, quoi. Voilà. Alors, tout pareil que lui. Je fais tout comme moi, mais plus lentement. Mais malgré mon enthousiasme, c'est vrai que j'étais pas forcément le mec le plus attiré en fait par Redcoat. J'avais vraiment envie de le lire, j'avais envie de le découvrir, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus forcément beaucoup d'appétence pour les personnages qui sont, à mon sens, seulement légers. Tu vois. Et c'est vrai qu'il a cette gouaille, il a de l'humour, il sait parler, etc. Il lui arrive tout le temps des trucs assez incroyables. Et j'avais peur, en fait, que cette légèreté du départ, en fait, puisse être vraiment le fond de ce personnage. Et au fur et à mesure, en fait, des épisodes, tu découvres un personnage et le type de personnage que j'aime carrément, c'est-à-dire que tu as potentiellement cette légèreté en fait de façade qui démontre aussi une intelligence, une sagacité d'esprit qui est vraiment malgré tout très personnelle et qui en même temps lui sert à cacher des blessures et des blessures en fait qu'il a acquis au fil du temps, au fil des années, au fil de ses rencontres. Et j'ai particulièrement aimé, comme toi, l'épisode 7 qui bascule complètement et te fait sentir en fait tout le poids, toute la difficulté, toute l'horreur que ça peut être d'être un immortel. C'est vraiment, vraiment bien fait. Je ne vais pas rentrer un peu plus dans le détail sur les thèmes que ça peut aborder sur ce dernier épisode parce que ça en dévoilerait en fait un petit peu trop, mais c'est une vision très intéressante, très personnelle de différentes problématiques que je trouve vraiment, vraiment bien. L'autre truc, tu vois, qui m'a vraiment plu, qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, c'est que le narrateur, en fait, dans Redcoat, c'est Simon Pure. Il est le narrateur de sa propre histoire. Et donc, il choisit de dire ce qu'il veut, de la manière dont il le veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, moi, le concept d'immortel, j'aime beaucoup en fait cette idée-là, dans la mesure où ça pourrait éventuellement te permettre, étant donné qu'il aura à peu près un peu entre 300 et 400 ans d'existence, de revenir à différents moments en fait de sa vie, à différents moments de l'histoire des États-Unis, pour à chaque fois découvrir une aventure, une partie de la vie de Simon Pure dans ces États-Unis-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on peut vous le dire d'ores et déjà, si ces 7 premiers épisodes de Redcoat se passent à une époque particulière, la suite se passera à une autre époque. Et donc, du coup, ça te permet là aussi de dessiner quelque chose, en fait, l'histoire de ce personnage à travers le temps, avec différents moments où on va pouvoir le rencontrer. Et donc, le champ des possibles est extraordinaire pour ce personnage. Là encore, j'adore en fait ce double niveau de lecture où à la fois tu as des mystères qui lui sont tout à fait propres,
où tu te poses des questions sur mais qui c'est cette personne, un flashback de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, où tu as forcément envie d'en savoir plus sur tel ou tel personnage, ce personnage-là, ce méchant, mais qu'est-ce qu'il est devenu après par la suite? Est-ce qu'on va de nouveau le rencontrer? Quand? Comment? Il y a tout un tas de questions. Et en même temps, tu suis aussi au travers de l'histoire de Simon Pure, et ben l'histoire des sans-noms, de The Unnamed, de cet univers, qui sont les méchants, qui, quand, comment, pourquoi, au travers d'une symbolique qu'on va retrouver aussi bien dans les années 1700-1800 que dans les années 2000 et des bananes. Et donc ça forme une espèce de tout, et c'est au lecteur attentif et ben, d'être vigilant sur ces différents signes, d'avoir l'esprit, en fait, l'envie aussi de revenir en arrière en fait, dans ces lectures pour rechercher des indices qu'on aurait pu louper. Moi, franchement, c'est tout ce que j'aime. Et tu vois, quand on discutait tout à l'heure enfin, quand on parlait, je me suis fait la réflexion, c'est que chacun des personnages, pour l'instant qu'on a vu, dans l'univers The Unnamed, ils ont un rapport au temps qui est particulier. Et ça, c'est super intéressant. Et on va pas vous en dire plus, on en dira peut-être un petit peu plus dans la partie spoil, mais pour moi, c'est un banger. Et j'ose le dire, avec ce 7e épisode, je trouve que c'est, en tout cas à l'instant T, je trouve que c'est au-dessus de Geiger. Parce que... Ah non, c'est la vérité, c'est la vérité. Ça me fait mal. Très peu, c'est comme choisir entre tes enfants, quoi, évidemment, mais c'est pour illustrer, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est le... Bah, disons que la fin de... On est sur une fin d'arc, en fait, dans Geiger tome 2. On est sur une fin d'arc ici, et il y a une fin d'arc qui, moi, voilà, elle me brise le cœur, donc je la trouve magnifique. Ouais. Et pour rajouter un peu à ce que tu disais, il y a aussi le côté où le personnage, il a cette étincelle d'héroïsme, comme Tariq, où les deux vont pas forcément la saisir tout de suite, que, ils ont une certaine importance. Ils vont le voir en fait à travers leurs compagnons de route respectifs, donc Albert Einstein et Nate. Et la façon dont c'est mis en place pour Simon, c'est peut-être plus, c'est plus littéral, c'est moins nuancé, mais c'est parce que c'est par rapport à son grand rôle dans cette espèce de catastrophe qui veut empêcher d'arriver, qu'on appellera le grand brasier, pour rester un peu vague. Et on sent que ça va chauffer, hein, le grand brasier. Et c'est dans ces moments-là que le personnage découvre des choses sur lui, en fait, en termes de capacité, de pouvoir et le regard que lui jette justement Albert à ce moment-là, c'est une quête qui est en train de s'accomplir, voilà, tout simplement. J'ai fini. Tu veux qu'on parle de... J'ai oublié d'en parler, mais... Bien sûr. Après, il faut que tu nous présentes l'autre, parce que dans le tome d'Urban, il n'y a pas simplement les 7 premiers épisodes de Redcoat, il y a aussi autre chose. Bien sûr, donc 312 pages, donc il y a beaucoup plus de pages que pour Geiger, mais c'est tout simplement parce que on est sur un volume qui va compter un petit appendice d'une centaine de pages à peu près. Ouais, une grosse centaine de pages. Ouais, une centaine, ouais. Je ne me rappelle plus exactement. Ça formait un petit TPB en fait en VO. C'est ça, qu'on avait aussi, dont on avait fait l'acquisition, donc c'est The Blizzard en VO. Parce qu'en effet, voilà, le volume, je n'ai pas dit, mais il est à 31 €, donc il est un peu plus cher que Geiger, mais c'est parce qu'il y a ce petit TPB en plus. Comme en VO, d'ailleurs, je crois que le TPB de Redcoat, il inclut aussi The Blizzard. Alors, c'est compliqué, là, je vais surfer sur les spoils, mais pour pas vous dire pourquoi c'est légitime, tout en vous disant que ça l'est, par rapport à l'intrigue de fond, encore une fois. C'est tout à fait légitime que ce soit publié dans Redcoat et vous le comprendrez à la lecture, donc vous avez juste à vous le procurer pour savoir. Mais en tout cas, The Blizzard, c'est un appendice un peu donc à ce volume qui propose, comme le nom l'indique, des contes autour de l'univers de The Unnamed, mais des contes, plus que des contes, en fait, des histoires qui auront certainement un impact dans les années à venir, puisque ça nous introduit ni plus ni moins qu'un nouveau, on va dire, porte-étendard finalement pour l'univers The Unnamed, avec du coup l'un des personnages qui était présent sur la frise, le monstre, The Monster, qui... Est-ce que c'est vraiment lui? En tout cas, c'est ce qu'on en a déduit, mais après... moi, oui, c'est vrai que c'est... Ouais, ils le disent pas. Ouais. Je te dirai en partie spoil, il faut qu'on y pense, mais je te dirai pourquoi je suis pas sûr que ce soit lui. Bon, alors on retire ce que j'ai dit, c'est peut-être juste. Mais c'est ça qui est génial. Mais... en tout cas, on a l'impression d'avoir un personnage qui va avoir une incidence, en tout cas, voilà, par la suite, et qui est très lié évidemment à d'autres personnages de cet univers-là. Et ce que j'aime avec The Blizzard, c'est que ça va surtout nous présenter avant toute chose une histoire très terre-à-terre, très humaine, très sociétale,
qui va aborder des questions éthiques sur justement le héros de cette histoire, donc qui s'appelle Michael Verardi, qui est en fait un homme qui est sur le point de se faire condamner pour avoir tué l'assassin de son fils. Donc évidemment, le propos est lourd de sens sur la question de faire justice soi-même. On en avait parlé de toute façon à l'occasion de notre dernière émission Ghost Machine. Il y a encore une fois la force de Geoff Jones de mêler un univers fantastique à des thématiques qui sont, on va dire, des thématiques du quotidien et qui peuvent relever un peu du fait divers. Il y a une approche très journalistique de cet événement, couplée à une ambiance très film d'horreur, puisque ce condamné, en fait, va être du coup transféré dans une prison, et sur le chemin du convoi, il va se passer des dingueries, que je ne vais pas vous révéler évidemment, mais des choses qui vont faire que il va se retrouver un peu livré à lui-même avec un autre groupe de prisonniers et quelques gardes de la prison, et il va y avoir tout un jeu de survie qui va se mettre en place avec des concessions à faire pour certains, des idéologies à revoir pour d'autres, d'alliances potentielles ou pas, ou de trahison. Et ça, tout ça mêlé dans un court récit qui se lit vraiment bien, qui se lit comme comme un épilogue finalement de ces 2 premiers tomes, et qui va vous donner un aperçu du potentiel en fait de développement de cet univers par Geoff Jones. Et il est accompagné donc au dessin par Andrea Muti, que je connaissais pas. Là encore une fois, Urban a fait un taf vraiment très bon, puisqu'ils ont précisé justement en fait, l'origine de ce récit au tout début de la partie The Blizzard, en précisant justement que c'était publié dans des anthologies de chez Image Comics, des numéros qui revenaient en fait tout simplement pour raconter des histoires courtes pour fêter les 30 ans et du 30 ans de l'éditeur. Donc ça, c'est très bien. Et ça permet vraiment de remettre en contexte ce court récit qui va se révéler beaucoup plus chargé émotionnellement que ce que j'aurais pu croire avant la lecture, et qui a tout à fait sa place dans cette grande frise chronologique. Il y a Andrea Motti, pour lequel je n'ai pas donné mon avis, mais c'est un artiste qui justement, alors je ne sais pas si tu mettras des images à ce moment-là, mais qui arrive à jongler avec les ambiances justement d'exil de ces personnages dans un environnement enneigé. Donc il arrive vraiment avec son talent à nous faire comprendre que les personnages sont pas dans la meilleure des situations, et ça nous donne vraiment, avec les couleurs aussi choisies, une ambiance très, très dangereuse, très chaleureuse par moments, et parfois d'autres moments où tu as l'impression d'avoir froid en même temps qu'eux. Et le froid va être une thématique qui va être là tout au long de ce récit. Le froid, évidemment, au sens physique, au sens littéral, mais aussi le froid au sens de ces personnages qui vont devoir affronter leurs propres démons, et qui vont devoir se retrouver face à des émotions qui vont leur glacer le sang. Voilà. Oh là 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 là. Il est fort, hein. Ouais, non, mais c'est le petit truc, très sincèrement, que j'attendais pas. Encore une fois, je pensais pas que ça allait autant me plaire. Je pensais pas qu'il y aurait une véritable importance à ce Tales of the Unnamed The Blizzard. Vraiment, je pensais pas que ce serait aussi bien. Je rajouterais sur ce que tu as dit, je sais pas si tu l'as dit, ça se trouve, mais moi vraiment, ce qui m'a... non, mais je sais pas ce qui m'a... moi, le premier truc qui m'est venu en tête en le lisant, c'est un huis clos, tu vois. Et j'adore les huis clos. Oui. Et j'adore les huis clos parce qu'en fait, tu es avec ce père de famille qui a commis l'irréparable, mais parce qu'on avait tué son fils. Donc après, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Ça pose plein de questions, etc. etc. Où je n'aurais pas la prétention de dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses, mais voilà, c'est des situations qui sont évidemment immondes et horribles, mais qui permettent aussi de soulever des questions auprès du lecteur, et des questions où on apportera chacun et chacune en fait des réponses propres. Et ça, j'adore en fait quand on parle là-dessus. Et quand tu es avec l'ensemble de ces prisonniers, ou d'une manière très rapide, il réussit vraiment à les caractériser d'une manière à la fois singulière mais très compréhensible, et ben en fait tu pars en voyage avec eux et il y a une bête qui rôde, quoi. Il y a un truc chelou. Il y a un truc hyper chelou qui rôde autour d'eux, et ça y est, t'es embarqué là-dedans. Et en tant que tel, encore une fois, j'insiste sur ça, en tant que tel, en tant qu'histoire,
c'est vraiment super bien et en plus, au travers de cette histoire, on réussit quand même encore à placer des petits points sur la ligne de l'univers The Unnamed et à planter des clous et à planter des graines et cetera et cetera et ça, bah, encore une fois, c'est absolument génial. Donc très, très bien. Je rajouterai pas un mot sur ce que tu as dit d'Andrea Muti parce que, ça fait partie de ces dessinateurs où tu peux voir leurs dessins, ou moi je vois leurs dessins sans lire l'histoire et je dis ouais, ouais, ok, tu vois. Et quand tu lis l'histoire, Mm. eh ben, tu te rends compte en fait que le dessin il est juste parfait pour cette histoire-là et qu'il y a une très très bonne relation entre le scénariste et le dessinateur pour ne pas avoir de temps en temps à, comment dire, à poser des mots sur des ambiances pour les faire naître, mais c'est vraiment Andrea Muti qui va les faire naître par son dessin. Et ça, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Donc Alors, bah, là c'est aussi, peut-être un c'est un peu, grand oui. pardon, c'est peut-être un peu cliché Vas-y. ce que je vais dire, mais c'est vrai que pour le coup, une fois que tu as lu The Blizzard, tu vois, je verrais pas un artiste du style de Jason Fabok ou Gary Frank sur Ouais, ce non, récit-là, tu vois, pour complètement. le coup. Ouais. Il y a quelque chose qui ne matcherait pas parce qu'on est vraiment dans une ligne claire, quelque chose de volontairement un peu effacé, comme tu as pu déjà, je pense, le montrer dans la vidéo. Donc il y a vraiment un style plus blockbuster. Attention, quand je l'emploie ce terme, c'est vraiment au sens positif, hein, j'adore ces dessinateurs, mais un style plus mainstream en tout cas serait un peu à proscrire sur une histoire de ce genre-là qui se veut beaucoup plus intimiste en fait. Et ça, pour le coup, c'est chaque récit a sa propre ambiance. Voilà. Est-ce qu'on passe dans l'avant-dernière partie, bilan, bah, bilan de lecture évidemment. Alors attention, là on est dans une zone à léger spoil. On va pas y aller comme des cochons, clairement, mais voilà, il y a peut-être deux trois trucs sur l'univers The Unnamed, des théories qui vont fuser à ce moment-là. C'est pas impossible, mais c'est aussi bah, le côté intéressant de toutes ces histoires, c'est de pouvoir émettre des théories dessus. Sur le bilan de ces deux tomes, à l'instant T, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin voilà, je pense qu'on l'a dit un peu tout le long, mais c'est un grand oui. C'est un grand oui, c'est une façon très facile de se plonger dans cet univers. Il y a tout, en fait, tout est servi sur un plateau. Il y a Ouais. pas besoin de se poser des questions comme tu disais tout à l'heure. L'édito, enfin l'édition de manière générale, que ce soit la maquette ou les interstices, les interludes sont très soignés. Le contenu, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus, mais évidemment, c'est tout fait aussi en sorte pour que ce soit accessible à des lecteurs de 2025 qui n'auraient pas forcément pris le train en marche. Moi, c'est un grand oui. Je suis content de voir que bah, on est encore une fois en direct par rapport aux publications VO, en tout cas les publications reliées. Donc ça, c'est un gros plus. C'est pas le cas tout le temps, surtout pour des univers indés. Donc c'est quand ça, enfin indé. Après, je m'entends, il y a un D et un D. Ça reste Geoff Jones, ça reste une team de triple A. Enfin, on est sur des gros cadors du comics, mais ça reste quand même de Sur le l'indé. marché, ça reste des challengers là pour le coup, dans cette gamme-là. Voilà, c'est ça. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Et évidemment, bah, je peux que vous recommander de vous jeter dessus si vous aimez les super-héros et que vous aimez un peu les variantes de ces super-héros. Si vous avez aimé je sais pas, des Kick-Ass, des héros un peu de ce genre qui mettent un petit coup de pied à la fourmilière en termes de caractérisation, bah, on est vraiment là-dedans. Alors à d'autres échelles, hein, évidemment, ça n'a rien à voir avec Kick-Ass, c'était pour illustrer. Mais c'est vraiment, j'ai retrouvé un peu cette ambiance des premiers comics super-héros indés à la Invincible, comment ne pas le citer, que j'ai pu lire où il se passe des choses, quoi. Et l'édition rend parfaitement, je trouve, rend parfaitement service au contenu. Voilà. Oui, bah pareil, hein, de toute façon, ça fait 50 minutes que je vous dis que j'adore, donc il y a peu de chances Bon, que sur la fin, je change d'avis, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais ouais, tu vois, sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, en termes de léger spoil, je suis pas sûr, en fait, que la bête qu'on voit dans The Blizzard, ce soit le monstre. Peut-être, mais j'en suis pas tout à fait sûr. C'est-à-dire que sur le papier, ça correspond à ça. Sur la date, de parution, c'est 1944 et la première fois qu'on entend parler de ça, c'est pendant, tu as une courte image où tu vois, en fait, le débarquement de Normandie, un bunker et où tu comprends, en fait, que le monstre, il a apparu, en fait, à ce moment-là. Et en même temps, bon, enfin, non, je vais rester ledge sur les spoils, mais ouais, je suis pas sûr que ce soit ça le monstre. Possible, euh, temporellement parlant, c'est tout à fait possible, mais ouais, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Après, je suis tatillon aussi, donc puis je me laisse des ouvertures pour autre chose. Et tu vois,
vu qu'on est dans la partie un petit peu plus légère au niveau du spoil, on parlait, tu vois, de la symbolique, et il y a en fait un blason, un symbole qu'on retrouve en fait toujours autour des pères fondateurs, autour de ces pouvoirs, de ce côté un petit peu mystique qui aurait donc du coup permis à Simon Pure de devenir Redcoat. On retrouve cette même symbolique autour de Giancarlo. On retrouve cette même symbolique en fait dans les ennemis, les protagonistes en fait qui veulent attraper Tariq. Et donc, on se pose la question de savoir à travers tous ces siècles qui sont ces gens. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a eu des changements? Et voilà. Et puis après, il y a un autre truc qui est tout bête. Ouais, ce symbole-là, du coup, Qui a été c'est choisi par que Urban en intérieur de couve, hein, donc c'est. ouais. Ouais. C'est pas du tout anodin et c'est vraiment très très bien que ce soit ça qui a été choisi. Et je me rappelle plus, je crois que c'est à la fin de Giancarlo où tu as une courte page où tu vois un personnage dont on apprendra plus tard qu'il est le Northerner. Pas mal, pas mal. Bigger than life, pas mal. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Bigger than life. Et en fait, tu te rends compte que celui-là, a priori, il va avoir aussi un rapport au temps qui est tout particulier, parce que lui, il a l'air de pouvoir faire des voyages temporels. Et il y a a priori un intérêt à faire ces voyages temporels. Il y a cette guerre inconnue dont on ne sait toujours pas qui l'a fait, pourquoi, comment, quels sont les protagonistes, tout ça encore, on n'en sait rien. Mais on sait qu'à un moment donné, dans la temporalité, il y a un holocauste nucléaire en fait sur la Terre. Donc ça, c'est vraiment cool, tu vois. Il y a vraiment en fait tout ça qui est intéressant, et très régulièrement en fait dans les épisodes, tu vas retrouver en fait des petits flashbacks, notamment avec Joe, où tu vas pouvoir en fait fouiller dans la mémoire en fait de ce robot, ou quand tu fouilles un petit peu dans la mémoire de ce robot, sur une, deux, trois cases, très rapidement en fait, tu as des petits indices, etc. Tu vois, de tel personnage, ils se sont déjà rencontrés alors que nous on l'a toujours pas lu. Voilà quoi, le mystère est complet et la hype est totale. Moi, c'est le trope que je préfère dans les univers de fiction, c'est quand tu as du voyage dans le temps et utilisé de cette manière-là. C'est-à-dire que tu sais à un moment donné qu'il va y avoir un voyage dans le temps, tu sais qu'il va y avoir Ouais. un crossover, tu sais qu'il va y avoir un truc de fou, et on te donne des petits extraits, on te tease en fait des choses incroyables qui vont arriver avec des séquences parfaitement rodées. C'est quelqu'un qui sait y faire, quoi, qui sait justement planter ces fameuses graines dont on parle souvent. Et ces petites séquences avec Joe, moi, je les ai trouvées suffisamment longues, on va dire, pour que. Enfin, c'est très court, mais je veux dire, de la bonne durée, on va dire, pour que Ouais. ce soit. Il Il en fallait faut pas plus. plus, il en faut pas moins. Voilà. C'est très Ça bien. donne envie de rester, quoi. Voilà. Et puis Joe, Ouais. c'est vraiment le personnage où. Pour le coup, c'est plus le personnage, on va dire, qui va traverser l'ensemble des séries, quoi. On le voit Ouais. indirectement avec le symbole des pères fondateurs. Dans Geiger, c'est, on va dire, le personnage. Enfin, c'est un peu j'allais dire l'ennemi final du premier arc, parce que c'est un peu, en tout cas, la menace physique du premier arc. Dans Giancarlo lui-même, tu vois qu'en effet, il a ces petites visions sur le futur, machin et tout. C'est le personnage qui semble lier tout le monde, pour l'instant. En tout cas, c'est Ouais. le produit de quelque chose de plus grand. Et ouais, vas-y. Et pourtant, il n'a pas de série régulière pour l'instant, mais on sait qu'on va pas tarder à le revoir de toute façon. Ouais. Et puis, il y a des mystères le concernant lui aussi, parce que c'est un robot, il n'a pas la parole, mais on sait qu'il a été construit a priori par cette secte des pères fondateurs, a priori, mais comment? En tout cas, il a été le produit de cette réflexion-là. Après, est-ce que c'est directement ou indirectement, ça, on ne sait pas, mais il semble insuffler de quelque chose de De magique? plus magique. De magique. Et ouais, enfin voilà quoi, évidemment, on est complètement attrapé par cet univers et on continue à découvrir ça en fait petit à petit en VO, et clairement là maintenant ils sont sur un rythme de publication en VO qui ne s'arrête pas, clairement. Là tu vois, on arrive je crois à l'épisode 11 de Geiger, donc Ouais. il y a potentiellement quasiment en fait déjà très rapidement en fait du matos pour éventuellement faire un tome 3 à Geiger. Redcoat continue aussi, il y a eu un petit moment où du coup il y a eu un petit peu plus de temps.
je crois, entre 7 Oui. et 8. Là, je crois qu'il y a 8 et 9 qui sont sortis. Le 8 est une dinguerie totale. Je vous le Je l'ai dis pas tout de encore lu. suite. Il ne l'a pas encore lu. Le 9 est sorti, je ne l'ai pas encore lu. Le 8 est une dinguerie totale. Voilà. Le 8, pour moi, c'est... il est absolument incroyable. Et on a eu donc... c'était la promesse au lancement de Ghost Machine. Il y avait eu un petit trailer qui était sorti. Et on savait que courant 2025, il y aurait une nouvelle série qui allait arriver. Moi, j'avais peut-être plus parié sur The Northerner. Euh, et puis finalement, a priori, ce sera First Ghost. Ouais. Et First First Ghost. Ghost, c'est pareil, quoi, qu'on retrouve en fait sur la frise chronologique, quoi. Ils ont un peu modifié les dates de la frise pour les coller justement à la réalité éditoriale, parce qu'ils ne pouvaient pas tout sortir avant, donc ils ont réajusté. Donc 2025, qui du coup sera parfaitement dans les clous par rapport à nous, 2025 aussi. Et du coup, donc First Ghost, dont on a pris plus d'infos sur l'équipe créative cette semaine, je t'en parlais tout à l'heure. Donc ce sera une co-scénarisation, donc Geoff Jones et Brad Meltzer, qu'on avait pu voir notamment chez DC avec l'excellent Identity Crisis, qui est une histoire dans laquelle il sait parfaitement saisir, on va dire, les traumas de ses personnages et les mettre justement au cœur d'une intrigue très personnelle. Donc je suis très 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 curieux de voir ça. En plus, s'il est épaulé par Geoff Jones à l'écriture, alors à voir à quel niveau, parce que peut-être que Geoff Jones sera juste là pour Le planter cadre un de truc. l'univers, peut-être. Oui, mais ça je pense qu'il le fait plus ou moins pour toutes ces séries. Donc là, s'il est Ouais. annoncé, c'est que peut-être il va y avoir vraiment un travail un peu plus profond au niveau de tout ça. Et ce sera donc le dessinateur donc Gene A, que je connais très très peu, mais qui avait notamment dessiné, qui est sorti chez Urban d'ailleurs, Wonder Woman Historia, avec un style de dessin, là encore une fois, façon Gary Frank, dans le sens façon école de Gary Frank, avec un style de dessin où il pose vraiment ses personnages de manière très héroïque. On est sur une fresque mythologique de ce que j'ai compris de ce titre, Ouais. je ne l'ai pas lu. Mais du coup, choix intéressant pour parler de cette série qui va avoir peut-être des aspects un petit peu espionnage. On va voir, peut-être que une série un petit peu sur des controverses américaines, vu que ça a l'air de se passer à la Dans la Maison Maison-Blanche. Blanche. Voilà. Qui va peut-être rappeler un certain Watergate, mais revisité. Il faudra voir de quelle façon ce sera fait. Donc ça, pour ça, ouais, je suis très très client. Et de toute façon, on en a souvent parlé, mais c'est une des séries que j'attendais le plus, en tout cas en termes d'annonce chez Ghost Machine. Moi, il y a À First voir si Ghost. Urban sortira. Et pour le répéter encore une fois, parce que je le dis tellement bien, mais The Northerner, parce que c'est Ouais, pareil, ouais. j'avais des théories sur ce personnage après la publication du Ghost Machine. Et j'attends de voir un petit peu si ça se vérifie ou pas. Mais ouais, il y a vraiment... et puis encore une fois, on peut le noter, dans le recrutement en fait des artistes, des scénaristes, vraiment, ils s'entourent dans ce label vraiment des meilleurs parmi les meilleurs, quoi. Fabok, Geoff Jones, Gary Frank, enfin c'est quand Ivan même Reis. Ivan Reis, enfin c'est quand même vraiment des très très grands noms en fait de cette industrie. Je me rappelle plus celui de Rocket Filler, j'ai un trou de mémoire. Francis Manapoul. Manapool, voilà quoi. Enfin, il y a vraiment tous les ingrédients, toutes les bonnes personnes pour réussir à faire des super séries. Voilà, je crois qu'on a fait déjà quand même pas mal le tour. Tout à fait. Je ne sais pas du tout en fait les prochaines annonces autour de The Name, je ne sais pas du tout quand ça arrivera, mais bon, soyez certains qu'on sera de toute façon pas très très loin pour en parler. On continue à avoir nos petits rendez-vous sans régularité maintenant, on n'est plus sur tous les mois, on n'est pas forcément sur toutes les séries Ghost Machine, mais vraiment sur les séries qui nous intéressent. C'est pas forcément les mêmes pour Anto et moi, mais on continue à se retrouver régulièrement sur ma chaîne pour Ghost Machine l'intégrale. J'aurais menti si vite autour de ce titre, je n'ai déjà plus l'intégrale, tu vois, mais c'est tout au parti, donc bienvenue dans Ghost Machine tout au parti, mais on en parle très très bientôt et on continue pour les lecteurs VO à vous faire découvrir assez rapidement nos avis et nos théories autour de ces différentes sorties. Très impatient aussi, on l'a dit tout à l'heure, de retrouver Rook Exodus du côté de chez Urban Comics le 4 juillet. Ça a été annoncé donc du coup la sortie. Ça va être en Urban grand format. C'était vraiment le format qu'on espérait pour essayer justement pour le coup d'aller draguer un petit peu
les lecteurs de BD. Là, pour le coup, je trouve que c'est une idée qui fonctionne parfaitement bien. Il y aura également une édition en noir et blanc, si je dis pas de bêtises, et d'ores et déjà a été annoncé la publication de Hyde Street avec Geoff Jones, Ivan Reis, et la publication de The Rocket Fillers avec donc du coup Manapool au dessin, et c'est qui le scénariste, du coup je me rappelle plus. Peter Tomasi. Peter Tomasi, voilà, encore un grand nom. Donc du coup là aussi ça va arriver en VF du côté de chez Urban. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Alors évidemment de cette vidéo, bien sûr, mais de ce que vous pensez en fait de The Name, de Geiger, de Junkyard Joe, de Redcoat, de The Blizzard. N'hésitez pas aussi avec une petite, éventuellement un petit bandeau alerte spoiler à nous dévoiler vos théories aussi autour de cet univers-là, parce que c'est un truc qu'on a envie de partager avec vous, qu'on puisse essayer de se donner des indices les uns les autres. C'est aussi le but de toutes ces vidéos-là. Et c'était évidemment un immense plaisir que de pouvoir accueillir ces fabuleux comics dans ma très très belle bibliothèque qui commence à s'enrichir beaucoup, avec beaucoup de publications Ghost Machine. On vous fait des gros bisous. À très bientôt dans les rubriques de G. Salut.